Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec la directrice de la Fondation IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, qui publie ce livre, Le vrai état de la France. Les citoyens ont le droit de savoir, et on va en parler pendant 1h15, donc vous le saurez, aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Agnès Verdier-Molinier, je dois dire, auditeur du Sud Radio, vous la connaissez bien sûr, c'est Sisyphe, Agnès Verdier-Molinier, c'est Sisyphe. Elle monte son rocher jusqu'au bout de la montagne, le rocher redescend, mais elle ne s'arrête jamais. Elle persévère, je vais dire elle mersévère, parce que, soyons clairs, en ce moment je ne veux pas passer pour un machiste patriarcal et tout ça. Intéressant parce que, je rappelle quand même, vous avez écrit des bouquins avant, mais vous avez commencé à parler de 60 milliards d'économies dès 2013. Et je cite les titres de vos livres, Agnès Verdier-Molinier, on va dans le mur. Enfin, dans le mur 2015. Ce que doit faire le prochain président 2017. Ce qu'il a fait, chacun a vu ça et vous en parlez encore. En marche vers l'immobilisme. Encore intéressant en disant mais on fait des marches du crabe ou pas, et la France peut-elle tenir encore longtemps? Vous avez reçu pour là, vous parlez déjà de l'inflation, vous parlez déjà de tout ça, et voici le vrai état de la France. Et effectivement, vous faites un constat, vous continuez à le faire, je veux dire, vous n'avez pas, on peut vous accuser de beaucoup de choses, mais pas d'incohérence. Et je voudrais commencer par ça, parce qu'on a entendu, vous avez vu des cris de victoire. La croissance, 8% du PIB, jamais vu depuis pratiquement la guerre, etc. Mais la récession, on l'a oublié. Absolument, c'est incroyable. Mais... Ce que j'explique dans ce livre en disant, on est en train de préparer la mariée. Mais c'est ça. Et c'est l'avalanche des bonnes nouvelles. Ah oui, la belle robe, les belles fleurs, etc. C'est magnifique, c'est magnifique. On n'a jamais été si bien. D'ailleurs, les Français le savent. Ils baignent dans le bonheur. C'est extraordinaire. Et alors, cette histoire de croissance, là, c'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'on a eu presque 8% de récession, de baisse de la richesse nationale en 2020. Là, on nous dit c'est formidable, 7% de croissance en 2021, etc. Mais 7% de croissance du PIB, de la richesse nationale, c'est quoi, André ? C'est à peu près 170 milliards d'augmentation de notre richesse nationale sur un an. Combien il y a de déficit en 2021 public? 173 milliards. Ouais. C'est génial. C'est formidable. C'est la croissance à crédit. Et alors, personne ne le dit. Ah oui, on fait 300 milliards de dépenses et puis voilà, tout va bien. Dans la richesse nationale, comment on la calcule? Évidemment, c'est la valeur ajoutée créée par les entreprises, mais il y a aussi toute une partie qui vient de la dépense publique. Et plus vous dépensez d'argent public, plus vous gonflez la richesse nationale. Et donc, plus vous augmentez la croissance que vous annoncez aux Français. Sauf que ça gonfle quoi aussi à côté? La dette. La dette. Et la dette, c'est plus de 700 milliards de dettes sur ce quinquennat. 700 milliards. Plus de 700. On va dépasser les 700 milliards de plus de dettes. Et alors, dans les précédents quinquennats, on avait déjà battu des records, pas à ce niveau-là. Et quand on regarde par rapport à la zone euro pour voir les autres pays, est-ce qu'ils ont emprunté autant que nous? Parce que tout le monde dit oui, mais tout le monde le fait. Bon. Mais il n'y a aucun pays qui, en valeur, a emprunté plus de 700 milliards sur les 5 ans qui viennent de passer. Donc c'est absolument gigantesque. Ce qui est en train de se passer est gigantesque. Et puis, on nous met ça sous le tapis. Et moi, avec ce livre, j'ai envie de dire, attends, on va faire l'audit avant les élections. Parce que j'en ai tellement vu ces dernières années, où on disait, ah oui, c'est formidable, les retraites, ça va être équilibré, il n'y a pas de problème. Non, tous les autres pays repoussent l'âge de départ à la retraite. La sécurité sociale, les retraites, tout. Mais il n'y avait pas de problème. On était les seuls qui pouvaient continuer à partir à la retraite à 62 ans. Puis alors, juste 2 mois après l'élection, on avait les rapports inverses. On allait avoir plus de 10 milliards de déficit en moyenne sur les prochaines années, etc. L'audit, pour les Français, pour nous tous, pour l'intérêt général, pour ce pays, pour la France, il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un nouveau président ou une nouvelle présidente élue avec un programme qui est décalé par rapport à la situation. On l'a vu tellement de fois. C'est clair. On voit François Hollande quand il arrive au pouvoir. Il croit que Nicolas Sarkozy a baissé les impôts. Alors que c'est pas vrai du tout. En fin de quinquennat, Nicolas Sarkozy, François Fillon, ils font quoi? Ils augmentent les impôts. Vous vous souvenez? C'était incroyable. C'était le rabotage des niches. Mais qu'est-ce que c'est raboter les niches? Qu'est-ce que c'est baisser les niches fiscales? C'est augmenter l'impôt. Voilà. Donc arrêtons les mauvais diagnostics sur la France. Arrêtons d'habiller la mariée, de dire que tout va bien, que tout est extraordinaire. Ne disons pas non plus, ne noircissons pas le tableau, parce que nous avons plein d'atouts.
Je le dis aussi dans le livre. Oui, mais justement, Agnès, moi j'ai lu ce livre que je recommande parce que c'est vrai que vous faites un très très bon audit de ce qui se passe. Après, il y a peut-être des choses qui manquent, mais on en reparlera. Mais je veux dire, ce qui manque le plus, mais ça on en parlera après l'entretien. Ce qui est intéressant, c'est que vous donnez les chiffres, vous montrez ce qui se passe, et vraiment dans tous les domaines, je vais vous dire, rien que, je vais pas lire toutes les têtes de chapitre, mais j'ai été très frappé, vos têtes de chapitre déjà. Je le dis ici aux auditeurs, parce que c'est vraiment intéressant. Parce que il faut voir, parce que il faut dire pourquoi la France a décroché. 23e rang mondial en richesse par habitant. 7 milliards d'heures travaillées en moins. En combien de temps, ça? Par an. 7 milliards d'heures par an. Travailler en moins. Absolument. Et c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. On nous dit, ah oui, mais si vous regardez les chiffres de l'OCDE, finalement, en moyenne, les Français travaillent plus que les Allemands. Mais j'ai presque envie de dire que cette remarque est totalement nulle et non avenue. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut regarder, c'est la quantité de travail qui est délivrée par l'ensemble de la population française. Bien sûr. Et là, sur l'ensemble, c'est 7 milliards d'écart avec la moyenne des pays les plus proches. Mais avec le Royaume-Uni, par exemple, qui est plus dans l'Europe. Le Royaume-Uni, c'est 12 milliards d'écart, alors qu'on a le même nombre d'habitants. Et alors, quand tout le monde me dit, on travaille plus, oui, mais vous regardez toujours ce que vous travaillez sur une semaine où vous travaillez. Mais vous oubliez qu'il y a 10 semaines et quelques par an où vous ne travaillez pas, alors que les pays européens autour de nous, c'est plutôt 6 et quelques semaines. Donc, on veut toujours regarder les choses du côté qui nous arrange. Alors, le verre à moitié plein, mais au quart plein aujourd'hui. Non, mais tout, il faut voir les 2 millions d'emplois en moins dans l'industrie, les 82 milliards de devises commerciales, les investissements étrangers, 8e rang en Europe, les 90, et puis vous dites bien les investissements, et puis la dette, elle est détenue par qui? Vous en parlez aussi. Absolument, je dis que c'est absolument nécessaire que nous sachions, nous, citoyens français, qui détient notre dette. De qui nous dépendons. On n'en parle pas, ça. D'ailleurs, c'est une partie que j'appelle soumission, c'est un peu un clin d'œil. C'est l'idée aussi de dire que si nous voulons être libres, et ça, les Français le savent, et on ne doit pas devoir trop d'argent à des puissances qui, en plus, n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Est-ce qu'on a envie de devoir énormément d'argent à la Chine? Moi, j'ai pas tellement envie. Et je crois que la plupart de nos concitoyens n'ont pas envie. Et est-ce qu'il est légitime que nous connaissions combien nous devons aujourd'hui à la Chine? Évidemment qu'il est légitime que nous le sachions. Ça paraît la moindre des choses. Et comment se fait-il que quand j'enquête sur le sujet avec mon équipe de la Fondation IFRAP, quand nous cherchons des informations, quand je vois des tas de gens à Bercy, à l'Assemblée, au Sénat, et que personne n'est capable de me donner un chiffre? Mais personne. Comment ça se fait ça, Agnès? C'est quand même pas normal. On sait qu'on devrait savoir, enfin eux devraient savoir, Bercy et autres, et les affaires étrangères, combien on doit à la Chine ou de combien on est endetté. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai sorti mon précédent livre, il y a 1 an, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, vous vous en souvenez, on en avait parlé ensemble, André, c'est l'agence France Trésor, comment on place la dette, etc., etc. Et puis tout d'un coup, j'ai lu énormément les auditions des ministres à l'Assemblée, au Sénat, qui expliquaient aux parlementaires, qui quand même se posent souvent des questions sur ce sujet, en se disant, dis donc, est-ce qu'on n'emprunte pas trop? La dette a bientôt 3 000 milliards, ça fait peur. Et je me suis rendu compte qu'ils parlaient toujours des investisseurs chinois. Ah oui, d'accord. Et alors, j'ai fini par demander benoîtement, mais alors, combien on a de dettes détenues en Chine? C'est peut-être 200 milliards, peut-être 300, peut-être plus. Mais alors... Ah oui, totale approximation absolue. Oui, c'est pour ça que j'appelle d'ailleurs mon chapitre, parce que quand je connais pas les chiffres, je dis il faudrait quand même qu'on les connaisse. Alors il y a des fourchettes, voilà, 200 à 300 milliards, mais quand même, ce serait bien de savoir, parce que ça fait un gros paquet de la dette détenue à l'étranger, qui en fait est détenue en Chine. Et à ce moment-là, des parlementaires disent oui, évidemment, vous avez raison, on va faire des amendements, poser des questions au ministre. Et il y a eu un amendement dans une loi qui a été déposée là par Éric Woerth et Laurent Saint-Martin sur les questions de gestion des finances publiques, etc. On va pas rentrer dans les détails. Et dans cette loi, les sénateurs, à l'unanimité, ils votent un amendement pour demander où était détenue la dette détenue par l'étranger. Et ça a sauté alors que c'était voté à l'unanimité au Sénat. Et en commission mixte paritaire, on connaît maintenant un peu comment ça marche. Pour les vaccins et tout ça. Voilà, on voit un peu, disons, la difficulté qu'on a à avoir aussi des informations sur comment se prennent les décisions. Voilà, cet amendement-là qui ne gênait en tout cas pas les Français en général. C'est une question, oui, voilà, information. Et par ailleurs, j'ai écrit pas mal de papiers sur le sujet, notamment un dans Le Monde qui est passé il y a pas longtemps. Et quand on remet les choses en perspective, on se rend compte que par rapport à l'Italie,
qui est très endetté. Alors on dit toujours oui, mais on n'est pas aussi endetté que l'Italie. Alors franchement, ça va quand même pas si mal. Bon. Mais les Italiens, ils ont que 30% de leur dette qui est détenue à l'étranger. On dit aussi, mais les Américains, ils dépendent énormément de la Chine parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de dettes américaines détenues par la Chine. Sauf que les Américains, ils sont endettés auprès de puissances, ou d'investisseurs étrangers, autour de 24-28% de leur dette. Et nous, on est à 48. 48. Donc c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, le Trésor américain dit dans quel pays est détenue la dette américaine. Et c'est transparent là-bas. C'est beaucoup plus transparent. Alors évidemment, c'est pas aux milliards de dollars près, ce sont des estimations, etc. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on demande. La plupart de nos concitoyens, ils ont besoin de savoir un peu des fourchettes de qui détient notre dette. Il faut savoir que quand on est très endetté, comme la France, du jour au lendemain, si on a des taux qui augmentent, si on a des difficultés géopolitiques, des affrontements sur certains sujets, sur et puis, oui, les taux et politiques, exactement. Il peut y avoir aussi, à un moment, une banque centrale étrangère qui dégaze, qui dise maintenant, moi, je me décharge de la dette française, qui fasse monter les taux, potentiellement. Ça s'appelle serrer le collier et tirer sur la laisse. On va continuer avec l'audit d'Agnès Verdier-Molinier, effectivement, ce vrai état de la France. Et c'est pour ça qu'on est dans tous nos états, à votre avis. Et on essaiera de ne pas faire les comptes tous les ans, mais on vous avait reçu il y a exactement 362 jours et on espérera que vous puissiez être écoutés. On écoute nos auditeurs au 0826 300 300 qui posent leurs questions à partir de 13h15. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Appelez ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le diagnostic et l'ordonnance du docteur Verdier-Molinier, Agnès de son prénom, le vrai état de la France. Les citoyens ont le droit de savoir. La question que je vous poserai, c'est est-ce qu'ils ont vraiment envie de savoir? C'est autre chose, aux éditions de l'Observatoire, bien sûr. Et c'est toujours vraiment passionnant parce qu'il y a toujours des chiffres, des constats. Il n'y a pas d'idéologie, ou en tout cas, s'il y a une idéologie, c'est partant du bon sens. On parle effectivement de la soumission à la dette publique, on en parlait, la bureaucratie, du chômage, de la pauvreté, de l'insécurité. Tout ça est lié, tout cela est lié. Mais Agnès Verdier-Molinier, justement, parlons un peu on a parlé des petits nuages. Là, d'abord, on a commencé à dissiper quelques nuages sur la croissance. Mais alors, parlons un tout petit peu de l'inflation et de la dette. On a commencé à parler de la dette et je vous disais que pour beaucoup de gens encore, et des gens de bonne volonté, de bonne foi, pensaient que oui, c'est vrai, la dette, mais enfin, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir sur la dette? Ce sera peut-être un jour, mais ce sera peut-être dans 50 ans, etc., etc. Et puis là, on parle de l'inflation. Et vous venez d'écrire, là, arrêtons l'hypocrisie sur l'inflation. Alors, parlons-en. Je crois que beaucoup de nos concitoyens ne font pas le lien entre dette et inflation. Et on s'assoit sur la dette, mais on s'envole sur l'inflation. Parce que, en fait, tout est lié. Pourquoi on a de l'inflation en ce moment? Parce qu'on a arrêté l'économie énormément, parce que il y a eu cette crise sanitaire. Derrière, c'était prévisible. On a balancé des milliards, mais à un moment, il faut payer le prix de la crise. Et le prix de la crise, par exemple, en France, on dit qu'on a dépensé 140 milliards en budgétaire. Alors, on compte pas les prêts garantis par l'État, parce que ça, c'est pas cadeau aux entreprises. Bon. Cet argent-là, on va l'amortir par l'inflation, en fait. C'est un impôt caché. Pourquoi la Banque Centrale Européenne laisse filer l'inflation, tout en nous disant, la main sur le cœur, je garderai l'inflation autour de 2%. Ah oui, mais pourquoi en 2021, on est à 5% en zone euro? C'est quand même bizarre, ça. Pourquoi est-ce qu'on annonce plus de 3% en 2022 d'inflation au niveau BCE, tout en nous disant qu'on va rester en dessous des 2%, ou autour des 2%? Il n'y a pas un truc qui va pas là-dedans? Un peu bizarre, oui. Donc, en réalité, pourquoi c'est intéressant pour les États de laisser galoper les prix? Parce que ça permet de faire baisser la dette en part de PIB. Parce que résultat, ça gonfle le PIB, la richesse nationale, et ça fait baisser mécaniquement la part de dette. Et en plus, ce qui est génial, et ça je pense qu'à Bercy, ils en sont tout à fait conscients. D'ailleurs, au Trésor, il n'y a pas longtemps, la chef économiste disait l'inflation c'est très bien pour le désendettement et c'est très bien pour la consommation. Voilà. Donc,
il y a un cynisme dans tout ça. Parce que derrière, on sait très bien qu'on fait payer aux Français un impôt qui ne dit pas son nom. On n'a pas besoin de baisser la dépense ou d'augmenter les impôts. Oui, les prix hauts, on n'est pas responsable. Et en plus, par exemple, le barème de l'impôt sur le revenu, vous croyez qu'ils l'ont réévalué en fonction d'une inflation très importante en 2022 ? Pas du tout. Résultat, ça va être un jackpot pour les recettes d'impôts. En plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, on nous avait dit qu'il y aurait finalement un taux de prélèvement obligatoire très bas en France en 2021-2022 par rapport à 2017. Moi, j'ai regardé avec mon équipe. Bizarrement, en 2017, on était à 45,1% de taux de prélèvement obligatoire. Tous les impôts. Sur tous les impôts, toutes les taxes, TVA, toutes les cotisations, tout compris. Hein. Ouais. Bon. 45,1, ça c'est en 2017. 2021, les derniers chiffres qu'on a, c'est pas du tout une grosse baisse, c'est 44,9. Ça veut dire quoi ? 0,2 points de baisse. 0,2 points de baisse, j'ai calculé en milliards, hein, c'est pas très difficile. Ça fait 5 milliards à peu près. Donc on est loin des 50 milliards de baisse que le gouvernement arrête pas de nous raconter, comme quoi ils ont énormément baissé les impôts dans notre pays, etc. En fait, Agnès, on peut, et c'est ça qui est terrible, hein, on peut tout faire dire aux chiffres. Tout dépend, voilà. Tout dépend comment vous les prenez, comment vous les envisagez. On peut, oui. Mais alors, est-ce qu'ils peuvent pas vous répondre ? Réponse du berger à la bergère. Oui, mais est-ce que Agnès Verdier-Poligné, est-ce que vous ne faites pas vous aussi faire tout faire dire aux chiffres ? J'en appelle à l'équilibre de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'entre ce que dit le gouvernement et ce que moi je dévoile et j'explique dans cet audit que je réalise, peut-être qu'il y a un juste milieu, mais en tout cas, il ne faut pas écouter un seul son de cloche. Voilà. Et la difficulté, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien. C'est comme sur le chômage, par exemple. On nous dit 7,5% de chômage, la plus grosse baisse du chômage, c'est merveilleux, etc. Je fais un chapitre sur le sujet, parce que ça me tarabuse depuis pas mal de temps. Et au bout d'un moment... je vois beaucoup de nos concitoyens qui n'arrivent pas à trouver quand même d'emploi, qui ne sont pas satisfaits de leurs emplois, ou alors qui n'ont que quelques heures de travail alors qu'ils aimeraient un temps plein, enfin, etc., etc. Et finalement, quand on calcule le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, c'est-à-dire c'est à peu près fait de la même manière dans chaque pays, bon, il y a ceux qui sont considérés comme chômeurs, un peu plus de 2 millions de personnes, et ceux qui font les 7,5%. Et puis, il y a tous ceux qui sont autour, ce qu'on appelle le halo du chômage. Et ce halo, il y a environ... Travaux partiels, etc., etc. Enfin, alors, c'est ceux qui voudraient trouver un travail, mais qui n'en ont pas, mais qui sont peut-être pas disponibles dans les 15 jours, par exemple. Enfin, des choses comme ça. Et alors, ceux-là, ils sont pas comptés. Mais il y a quand même à peu près 2 millions de personnes dans ce fameux halo du chômage en France. Donc, ça double quasiment le nombre de demandeurs d'emploi. Alors, moi, j'ai comparé, par exemple, entre la France, l'Allemagne et les Pays-Bas pour voir si, en additionnant le nombre de chômeurs officiels et puis le nombre de chômeurs dans le halo, à combien on était. Nous, on arrive à plutôt 13%, donc c'est quand même pas rien. Les Allemands, ils sont à 7%. Et les Hollandais, ils sont à 9. En additionnant les chômeurs et le halo. Et le halo. Et donc là, vous voyez, ça change un peu la perception des choses. Par ailleurs, André, vous connaissez ça depuis des années. En fin de quinquennat, que fait chaque gouvernement ? Il annonce des plans de formation Maus. On connaît la musique. Ils annoncent aussi des contrats d'engagement pour les jeunes. Ça permet de faire sortir énormément de jeunes de la catégorie A. On est encore en chômage partiel. Vous croyez que les personnes qui sont en chômage partiel, ils comptent pour le chiffre du chômage ? Non. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se glorifier d'une exceptionnelle baisse du taux de chômage ? Moi, j'ai très envie que le taux de chômage soit vraiment bas et qu'on soit au plein emploi. On en rêve pour la France. Et ça permettrait d'ailleurs d'avoir un PIB par habitant. Vous avez cité tout à l'heure le chiffre que nous sommes 23e. Moi, quand j'étais toute petite, on était 11e au niveau mondial pour la richesse nationale par habitant. Si on avait moins de chômage, véritablement, on serait... beaucoup mieux placé dans le concert des nations en richesse par habitant. Non mais Agnès, vous le donnez, enfin, il y a vraiment un inventaire, c'est les titres de chapitres, mais je vous dis parce que vraiment il faut lire cela. 270% du PIB en dette publique et dette privée, ça dit beaucoup sur la croissance. 200 milliards de déficit, le plus lourd déficit historique. 1454 milliards de dépenses publiques, 1454 milliards, et puis à la poteau, les 120 000 postes en moins, les 650 milliards de coûts, etc., etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que certains disent que la France est un enfer libéral. C'est intéressant. Oui, mais j'aimerais bien savoir en quoi, finalement.
parce que on est les plus statutaires, on est finalement les plus monopolistiques. C'est dans notre pays que l'État a le plus de participation dans des entreprises. C'est le pays où il y a le plus de normes, de contraintes, de pages dans le code du travail ou dans le code général des impôts. Il y a une inflation énorme finalement de toutes ces réglementations en permanence. Il y a une ingérence de l'État dans l'organisation des collectivités locales, dans tout finalement, dans les entreprises. Et la question c'est, finalement, on a tellement de talent en France, on a un pays tellement magnifique, on a un pays tellement formidable. Si on faisait ne serait-ce qu'une petite partie de lever ce couvercle qui nous pèse dessus en permanence, mais ce serait le rêve. Parce que nous, on est en train de le chiffrer avec mon équipe de la Fondation IFRAP. Si on fait une baisse de dépenses de 80 milliards d'euros à l'horizon 2030, c'est pas demain, vous voyez, 2030, ça laisse du temps, en repoussant l'âge de départ à la retraite, en arrêtant de doublonner entre l'État et les collectivités, en arrêtant de payer de la suradministration, en enlevant de la norme, etc., etc. Et si en parallèle, on fait plus de 60 milliards de baisse d'impôts en net, pas je baisse les impôts d'un côté et je monte de l'autre, comme on a l'habitude de voir. Mais on peut créer 2 millions d'emplois dans le secteur privé. D'ici à 2030. D'ici à 2030. On a fait tous les chiffrages. Bien sûr que quand on baisse la dépense, il y a un caractère un peu récessif. Mais si on donne de l'oxygène à nos entreprises, dans nos territoires, si on dit par exemple on peut transmettre toutes les entreprises sans payer d'impôts sur les successions, ça a été un gros sujet ces derniers temps. Mais attendez, la Suède, elle a mis à 0 ses impôts sur les successions. En Allemagne, on transmet à 0 ses entreprises. Depuis quand on parle des PME allemandes? Et en France, c'est 40%. Oui, mais en France, en fait, pour transmettre une entreprise, en moyenne, on paye entre 15 et 17% de la valeur de la boîte pour transmettre sa boîte. Ouais. Et encore, il faut s'y prendre. Il faut être un techno de première. Il faut quasiment s'y prendre à la naissance de vos enfants si vous voulez vraiment transmettre en payant le moins possible, tellement c'est compliqué, avec des histoires de pactes, de machins signé, etc. En Allemagne, c'est simple. Vous transmettez votre boîte, vous dites, la génération d'après, elle s'engage à maintenir l'entreprise dans le territoire pendant X années, et c'est 0. Voilà, c'est pas 50 000 papiers à signer. Et on n'aurait pas désindustrialisé comme on a désindustrialisé depuis 40 ans, et ce serait vraiment autre chose. Oui, mais partout en Europe, ils ont changé de cette vision des choses, de vouloir... le côté égalitariste, où il faudrait qu'on parte tous avec le même nombre de petites cuillères dans la poche à la naissance, ça n'existe pas. Mais l'idée qu'il faut transmettre nos entreprises, qu'il faut les garder dans nos territoires, qu'il ne faut pas désindustrialiser ce pays, qu'il ne faut pas supprimer des emplois dans l'économie privée et arrêter de croire qu'en créant plus d'emplois dans le public, on va s'en sortir. Mais ça, il est temps qu'on atterrisse. Il y a tellement de gens qui continuent à raconter des choses comme ça, et en plus, en se trompant, en oubliant la moitié des choses. Il y a eu un rapport du Conseil d'analyse économique qui dit l'Irlande, c'est formidable, il y a un maximum d'abattement sur l'ensemble de la vie d'un individu et non pas par héritage. Mais ils ont oublié de dire qu'il y a un abattement de 90% quand vous transmettez votre entreprise. On va en parler de tout cela, on va continuer à survoler le territoire, mais le survoler avec précision. À tout de suite. Et le survoler avec nos auditeurs, pas de formulaire, pas de normes, un seul numéro, le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la France, dans tous ses états, scruté, analysé par Agnès Verdier-Molinier dans son livre paru aux éditions de l'Observatoire. Justement, parlons un peu, parce qu'on a parlé du public, de l'État, des dépenses publiques, etc. Mais beaucoup vous dites, vous rétorque Agnès Verdier-Molinier en disant oui très bien, mais dites-moi, et ces entreprises qui font des dividendes énormes, et il n'y a que les actionnaires, bon c'est normal, vous dites les actionnaires investissent, mais enfin, il y a quand même une espèce de... Il y a ce chiffre qui est paru partout pendant ces 2 années de Covid. La fortune des milliardaires, tous, pas français spécialement, a augmenté de 100%, quelquefois de 200%, etc. C'est-à-dire, le côté quand même riche, de plus en plus riche, je parle des ultra riches et pauvres,
Beaucoup, non seulement beaucoup moins bien lotis, mais de plus en plus pauvres. Et puis, il y a l'histoire des multinationales. Effectivement, on a l'impression que, oui, tout ça c'est très joli, mais enfin, eux font ce qu'ils veulent, avec la complicité et la passivité des gouvernants. Qu'est-ce qu'on répondait à ça aux gens qui disent, oui, oui, très bien, ok, l'État, on est d'accord avec vous, mais le reste, alors le privé, oui, alors tous ces milliardaires, qu'est-ce qu'ils apportent? Et vous dites quoi? Je dis qu'il faut plus de millionnaires et de milliardaires en France. Vraiment, je l'assume complètement. Je fais un chapitre entier sur ce sujet et j'explique pourquoi. On ne dit jamais qu'on a 2 fois moins de milliardaires qu'en Allemagne. Et c'est 2 fois moins. C'est incroyable. On a l'impression, parce qu'on a peut-être Bernard Arnault en France, on a l'impression qu'on a le plus de milliardaires que tout le monde, et puis on est toujours un peu nombrilistes, nous les Français. On croit que parce qu'on a des milliardaires, on en a plus qu'ailleurs. Mais pas du tout. Ça, c'est vraiment un contresens total. Pourquoi il y a plus de milliardaires en Allemagne ? Mais parce qu'il y a beaucoup plus de boîtes exportatrices. Et là, on en revient à la question, qu'est-ce qu'on veut faire pour l'ensemble du pays ? Avec quel argent ? Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder que les millionnaires et milliardaires allemands, ils ont investi beaucoup plus en capitalistique que nous, c'est-à-dire dans des boîtes. C'est-à-dire que non seulement on en a la moitié de milliardaires, mais quand vous prenez les millionnaires à partir de 100 millions d'euros, et je donne tous les chiffres dans le livre, les millionnaires allemands, ils ont investi 1400 milliards dans les boîtes allemandes. Et nous, c'est 700 milliards. C'est la moitié moins. Et on n'a pas moitié moins d'habitants en France. On a 67 millions d'habitants. Alors pourquoi ? Parce que nos milliardaires sont beaucoup plus... allez, disons un peu harpagons que les milliardaires allemands. Non, je pense qu'on a désincité à investir dans notre pays, tout simplement. Je donne un autre chiffre. Quand je parle du 8e rang pour les investissements étrangers de la France, alors qu'on nous a dit qu'on était les leaders, etc. Oui, on a tout le monde investit chez nous. Plein de papiers là-dessus. C'est super intéressant. Il faut redire un peu les chiffres. En moyenne, il y a des investissements étrangers en France autour d'une vingtaine de milliards d'euros par an. Depuis les 20 ans qui viennent de passer, le calcul, il est simple, c'est à peu près 440 milliards d'euros qui ont été investis en France par des investisseurs étrangers. Mais les investissements de Français vers l'étranger, c'est 1075 milliards. Donc le solde, il est négatif. Il n'est pas positif. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos entreprises françaises ? Nos grandes entreprises françaises, on a investi énormément à l'étranger. Pourquoi ? Parce que notre modèle est pourri, parce que notre modèle ne permet pas de créer de la valeur ajoutée, parce que notre modèle est trop cher, parce que finalement on désincite à l'emploi, on désincite au travail, on a créé les 35 heures, on a créé les RTT, personne ne nous a copié là-dessus. Et finalement, nos grands dirigeants d'entreprises du CAC 40, ils sont pragmatiques. Souvent d'ailleurs, ils viennent de la fonction publique, vous le savez, André. Le pantouflage, on connaît. Moins ces dernières années que précédemment, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Mais quand même, il y a quelques années, il y avait quasiment la moitié des dirigeants d'entreprises du CAC qui venaient des grands corps de l'État. Maintenant, c'est moins. Mais ces gens-là, ils connaissent le système français, ils le connaissent tellement bien qu'ils investissent à l'étranger. Donc, moi, j'aimerais qu'on dise les choses. Oui, on a besoin d'actionnaires. Oui, on a besoin que les Français mettent de l'argent dans les entreprises françaises. Et je vais vous dire, aller plus loin. Il faut des fonds de pension à la française. Parce que, est-ce qu'on a envie que nos boîtes se fassent racheter par des fonds de pension anglo-saxons ? C'est ce qui se passe en ce moment, à pagaille. Mais on n'a pas envie. Pourquoi ? Parce que derrière, vous croyez qu'ils vont vraiment garder les boîtes dans notre pays, alors que c'est un pays qui est quand même avec un modèle social plus cher, etc. On va pas refaire la démonstration. Non. Donc, on veut du capitalisme familial, on veut garder nos boîtes en France, on veut transmettre nos boîtes en France à pas cher, c'est-à-dire à zéro si possible, parce qu'on a besoin de ça, les PME, les TPE, etc. Et puis, on veut aussi pouvoir avoir une partie des retraites en capitalisation, et c'est tout à fait possible, mais aujourd'hui on n'a que 200 milliards de capitalisation dans notre pays, alors qu'on devrait en avoir 2000 milliards de capitalisation pour avoir des fonds de pension à la française, pour être libre. C'est ça aussi, c'est investir dans notre propre dette et investir dans nos entreprises. En fait, ce que vous dites, Agnès Verdier-Molinier, on n'a pas, même si on veut être patriote, dans tous les sens du terme, on n'a pas les moyens de notre patriotisme. Non. Pourquoi ? Parce que finalement... On n'a pas les moyens parce qu'il y a des obstacles et des règlements et des interdits, Chaque fois qu'on parle de patriotisme économique, qu'est-ce qu'on dit ? On appelle l'État à la rescousse, il faut que l'État investisse. Mais
ça n'a pas de sens. Est-ce que l'État peut racheter toutes les entreprises de France qui pourraient être vendues? C'est pas le but. J'exagère un petit peu mais bon. Donc le sujet, c'est de créer les conditions de la liberté, qu'on soit libre vis-à-vis des détenteurs de la dette, parce qu'on dit souvent l'assurance vie française, elle est placée majoritairement dans la dette française. Pas du tout. J'ai fait le calcul, c'est autour de 300 et quelques milliards d'euros sur un encours de 1700 ou 1800 milliards d'euros d'assurance vie. Donc c'est pas du tout la majorité. Donc il faut vraiment réfléchir à l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut comme avenir? Là, il y a tout un colloque sur l'épargne. Et il me disait, c'est formidable en participation, en intéressement, etc. L'épargne dans les boîtes françaises, on est les meilleurs. Sauf qu'on est nul en capitalisation. Donc en fait, si vous faites le ratio par rapport aux autres pays, en fait, on n'est pas du tout les meilleurs. Donc on croit toujours qu'on est les meilleurs sur certains aspects, et c'est pas le cas. Et pourtant, je pense que si on avait ne serait-ce que 2% de capitalisation obligatoire, on créerait des fonds de pension. D'ailleurs, les fonctionnaires, ils ont droit à une capitalisation obligatoire. Oui, absolument, ils ont les fonds de pension, eux. Ça s'appelle la RAF. Ça s'appelle la RAF. Ça marche très bien. C'est placé. Ça veut dire que à un moment, si on avait de la capi, on serait tous actionnaires. Tous actionnaires d'entreprises potentiellement françaises, et on serait tous incités. Mais ça Agnès, ma chère Agnès Vernier, c'est une révolution, ça. Mais oui, mais est-ce qu'on n'est pas déjà tous actionnaires de notre propre pays? Et est-ce que nos entreprises, c'est pas aussi notre bien commun d'une certaine manière? Oui, mais alors le vrai problème, il est psychologique et je dirais existentiel. Ce n'est pas du tout vécu comme ça, du tout. Oui, mais sans nos entreprises, il n'y a pas d'État. Parce que l'État ne se finance que parce que il y a des entreprises, des petites, des moyennes, des grosses, des très grosses, qui font tourner la France. Donc, on a inversé les valeurs. On ne pense que à l'argent qui serait l'argent de l'État, mais l'argent de l'État n'est pas l'argent de l'État. L'argent de l'État est l'argent des entreprises et des Français, qui travaillent pour faire tourner cette merveilleuse organisation qu'est la France. Et donc, ça revient à effectivement qui dirige et qui oriente, etc. Et on va en parler avec les auditeurs de Sud Radio, et on va parler des 100 premiers jours de votre programme des 100 jours de la prochaine présidence. Absolument, mais vous n'avez pas 100 jours pour nous appeler. Vous avez quelques minutes au 0826 300 300. Vous allez prendre la parole dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous débutons cette partie avec les auditeurs, avec Olivier qui nous appelle de Thiers. Bonjour Olivier. Bonjour à vous deux. Bonjour Olivier. À Mme Molinier. Bonjour Olivier. Et tous mes vœux avec un petit peu de retard, même si on a jusqu'à fin janvier pour le souhaiter. Absolument. Même si 2022 va être une année d'enfer, pas dans le bon sens du terme, je l'estime. En tout cas, elle va être très intéressante, à tout point de vue. Électoralement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mme Verdier-Olivier, parce que j'ai vu une interview d'Olivier Delamarche, si elle connaît, sur TV Liberté hier sur YouTube, et il dit exactement ce qu'elle explique. On va à des lendemains extrêmement difficiles, la gueule de bois va être vraiment extrêmement terrible. C'est-à-dire que la planche à billets fonctionne à plein régime avec des taux à zéro ou négatifs, mais on va se taper des lendemains monstrueux pour les gouvernants. Si on n'a pas Macron, de toute façon, il s'en lave les mains avec son équipe de bras cassés. C'est nous qui allons devoir payer avec un impôt Covid, par exemple. Ça va être ad vieternam. J'invite Mme Verdier-Molinier à lire, à regarder cette interview de Monsieur Delamarche, et il dit exactement ce qu'elle explique à quelque chose près. On a une dette de 700 milliards de plus qu'elle explique véritablement bien. On a un problème structurel. Moi, je suis freelance, je précise, je suis auto-entrepreneur. Ma problématique en France, et j'en avais discuté avec monsieur Marc Touati une fois sur votre radio, c'est que la France, les Français n'ont pas de culture économique. C'est-à-dire que les prises de décision dans les entreprises sont en mode farniente par rapport aux anglo-saxons. Moi, pour signer un client, je suis apporteur d'affaires avec un éditeur et un intégrateur en informatique. Je mets, par exemple, entre 6 mois minimum, c'est un miracle, et 2 ans et demi. Aux États-Unis, je mettrais 3 mois.
C'est juste un détail. Et quand elle explique que les investissements des entrepreneurs français vont à l'étranger plus qu'en France, c'est vrai. Mais vous avez par exemple Peter Thiel, si vous connaissez Monsieur PayPal. Voilà. Et Palantir, j'en avais parlé une fois. Oui. Peter Thiel est germano-américain. Il a fait fortune aux États-Unis. Il est républicain. Il a soutenu Donald Trump. Il continue à le soutenir avec Elon Musk. Mais il garde un œil sur son pays natal et il investit dans les start-up en Allemagne. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas uniquement aux États-Unis que ça se passe, c'est mondialement. On a un sérieux problème d'image de la France parce qu'on a évidemment des impôts qui sont extrêmement lourds pour la succession et pour autre chose. Mais il faut qu'une culture dans les entreprises françaises, c'est un véritable problème. Okay. Voilà. Très bien, merci Agnès Verdi-Molinier. Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut remettre une culture économique au cœur finalement de nos débats, parce que là, on est en train de voir des débats complètement hors sol en ce moment, avec des candidats qui redoublent d'idées pour augmenter la masse salariale publique, pour augmenter le SMIC, etc. Mais ils disent jamais qui va payer. Voilà. C'est comme ceux qui proposent la retraite à 60 ans, ils oublient de dire que c'est 27 milliards de coûts annuels. Alors, comment on finance tout ça ? Donc, il y a cette idée de l'argent magique, il y a cette idée de l'ardoise magique de la BCE, sauf que la BCE, à un moment, elle va aussi... La Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, elle va être obligée d'écouter aussi les pays du nord de l'Europe qui vont pas supporter l'inflation. L'inflation en Allemagne, elle est à plus de 5% là en ce moment, et les Allemands qui ont aussi de la capitalisation, de l'épargne, etc., on sait que ça se polie d'abord les épargnants, d'abord les petits, et derrière, ils vont pas supporter longtemps. Donc là, il va y avoir à un moment des difficultés à l'intérieur de la zone euro entre ceux qui sont les dépensiers et dont nous sommes, parce que j'explique dans le livre qu'on est en train de décrocher, qu'on est en train de se rapprocher des pays du sud de l'Europe, et que il y a un risque, effectivement, de pas pouvoir tenir cette zone. Et c'est d'ailleurs pour ça que Christine Lagarde, qui va parler jeudi, est entre deux eaux, parce que d'un côté, si elle remonte les taux, il y a le risque d'avoir une charge de la dette qui augmente, l'obligation pour les États de faire des efforts, de mieux gérer les finances publiques, et ils savent très bien que la France en est quasi incapable pour l'instant s'il n'y a pas un changement de paradigme. Et de l'autre côté, laisser courir l'inflation, c'est aller à des crises sociales et à une révolte des épargnants. Donc on est vraiment dans une situation de pile ou face qui est extrêmement délicate à gérer. Je pense qu'il y a une ligne de crête qu'il faut trouver et qu'on peut trouver pour s'en sortir, mais c'est vrai qu'il faut avoir ce que dit Olivier, cette vision économique global qui nous manque souvent. Il faut avoir aussi du courage, autre chose qui nous manque aussi souvent. Et nous allons maintenant à Marseille avec Julien qui nous appelle. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, bonjour Madame Verdier-Molinier. Vous venez de parler, Madame Molinier, des retraites, justement, en disant que repartir sur une retraite à 60 ans, ça générerait des milliards en plus. Moi, je vous appelle un petit peu par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup de reporter l'âge de départ à la retraite, mais finalement, on parle assez peu du montant des retraites. Du montant des retraites, sachant qu'on a il me semble, en tout cas en ce moment, quelque chose qui est peut-être unique dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que les revenus des retraités sont en moyenne bien sûr, supérieurs aux revenus des actifs. Et je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez hallucinant. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étudier la possibilité de plafonner le montant des retraites. Je crois même que c'est ce qui se fait un petit peu en Allemagne, plafonner un montant à 2500 € ou 3 000 €, ce qui permettrait de faire énormément d'économies. Et pourquoi pas, en plus vous parliez de capitalisation tout à l'heure, ça permettrait de générer justement une retraite par capitalisation pour les plus hauts revenus. Donc je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Oui, ce que vous dites, Julien, c'est en fait partir sur un système par répartition qui serait une sorte de filet social de sécurité, de base, et où il y aurait par-dessus peut-être de la capitalisation obligatoire et de la capitalisation aussi supplémentaire. Ça, c'est tout à fait possible. C'est un peu le système suisse où il y a plein de systèmes qui sont un peu comme ça, avec une part de répartition, une part de capitalisation. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien parce que ça permet d'avoir ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des fonds de pension. Le problème du système par répartition, c'est qu'il coûte très très cher, vous l'avez souligné, et il coûte plus de l'ordre de 300 milliards d'euros par an, ce qui est quand même énorme, et on est parmi les pays qui dépensent le plus en dépenses publiques pour les retraites par répartition.
Et donc là, c'est vrai qu'on aurait une possibilité à la fois de baisser la dépense, mais aussi d'inciter à investir justement dans l'économie par des placements de nos concitoyens en capitalisation dans des fonds de pension. Donc c'est une piste à étudier. Ça changerait quand même le système de manière importante, mais je crois que c'est nécessaire d'y réfléchir. L'ouverture, en tout cas. Merci beaucoup, Julien, pour votre question. Et nous sommes maintenant avec Safia qui nous appelle de la Courneuve. Bonjour, Safia. Oui, bonjour, Safia. Bonjour André, donc très heureuse de vous retrouver déjà d'une part. Et vraiment, j'avais l'intensité de vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2022. Eh bien, meilleurs vœux à vous aussi, Safia. Qu'elle soit, elle va être intense, mais j'espère dans le bon sens. Bonjour Safia. Je vais me retourner vers Madame Agnès Verdier-Moulinier maintenant. Oui. Donc j'étais effectivement dans une observation panoramique dont on connaît les think tanks, hein, Madame. Donc moi, je vais fixer la panoramique de l'état de capitalisation, le fonctionnement. On regardera juste l'état du système le plus libéral et capitalistique et qui utilise justement la capitalisation à tout crin, hein, l'Amérique, qui est dans un état catastrophique parce qu'il faut rouler aussi à tout crin la planche à billets. Là, on est aussi pris avec une tension inflationniste aux États-Unis et je comprends pas très bien déjà l'état de situation de la campagne électorale en France, parce que, comme dit Agnès Verdier-Moulinier, qu'ils étaient complètement hors sol et complètement déconnectés de toute réalité économique par rapport à la dette, à la dépense et le fait que le retournement de situation, que de toute façon avec toutes les crises successives qu'on doit endosser, et que ces candidats soient aussi dans l'inculture économique. Et donc par rapport à ça, j'arrive pas à comprendre et à cerner la capacité de retourner un système de capitalisation avec des fonds de pension, avec des fonds activistes aussi et des fonds d'investissement qui seraient ultra-libéraux, qui fonctionneraient parce que notre système économique n'est pas compliqué. Vous savez qu'on est dans un capitalisme de l'entre-soi avec des grosses puissances financières qui font tourner toute la machine. Hein. Autour d'un personnage comme Alain Minc, on sait que qui va ressortir. Là, Madame Pécresse, encore dernièrement, a fait un bras de fer par rapport à des propositions, et puis le MEDEF s'est retourné contre elle. Vous voulez dire ce que vous dites, Safia, c'est que le système de l'entre-soi tourne, c'est pas lui qui pourra faire les réformes, même libérales ou autres, que d'autres le feraient, parce qu'ils sont entre-soi. André, pardon. Oui, effectivement. C'est une roue libre par rapport au socle social et par rapport au fonctionnement réel et terre-à-terre de notre système. On n'est pas allemand, on n'est pas américain. Après, le mental de Madame, de Madame de l'IFRAP, c'est un mental qu'on ne pourra pas greffer au système économique français non plus. Ah oui, intéressant. Alors Agnès, est-ce que vous n'avez pas un mental qui est, à mon avis, à l'avis de Safia, ingreffable sur la mentalité française? Mais c'est une vraie question, ça. Parce que, non, je vais dire pourquoi. Alors moi, j'ai été très frappé, j'ai lu vos livres, etc. Je voudrais dire, et juste pour prolonger, mais c'est vraiment quand vous dites les 100 premiers jours, c'est les chantiers suivants, les 22 chantiers, lisez-les, vraiment. Je résume, travailler et produire en France, et c'est une très bonne chose, équilibrer les comptes de la nation qui est contre, faire respecter les lois, rétablir la sécurité, maîtriser les flux migratoires, évidemment, et vous finissez, c'est la dernière phrase, c'est les dernières phrases de votre livre, toutes ces mesures n'ont rien de sorcier. Il faut juste les mettre en œuvre. Ce ne sera pas du sang et des larmes. Ce sera au contraire le sursaut tant attendu. Marcher certes, mais la tête haute. Assumer que nous maîtrisons une part de notre destin commun. Reconstruire la France, tout simplement, car la France n'a pas droit au déclin. Alors là, Agnès, vous quittez la terre. Parce que quand vous dites toutes ces mesures n'ont rien de sorcier, si. Il faut un véritable sorcier avec du courage, avec la lucidité, avec des gens. Il faut un politique, parce que tout ça, qui le mettra en France, vous savez bien, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas nous tous. Ce sont des politiques. Et quand vous dites, il faut juste les mettre en œuvre, justement, yaka. Et comment quitter, et je sais que vous êtes assez lucide pour le savoir, comment quitter ce yaka? Il est là le problème. Je comprends votre interrogation, André, et celle de Safia. Mais je vois que tous les pays du nord de l'Europe, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, ont énormément réformé ces dernières années, alors qu'on parle d'eux en disant les sociaux-démocrates.
Est-ce qu'ils n'avaient pas cette mentalité déjà avant? Mentalité protestante et autres. Ils étaient hyper dépensiers, ils étaient hyper endettés, ils étaient hyper taxés, et ils en sont revenus. Et moi, j'aimerais dire avec ce livre qu'il y a quelque chose qu'on a déjà essayé. C'est quoi? C'est taxer plus, c'est dépenser plus, et c'est travailler moins. Ça, il faut arrêter. Voilà. Parce que si on continue comme ça, c'est sûr que le mur, on va se le prendre. Donc, je comprends que Safia ait des doutes parce qu'elle dit on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas les États-Unis. Mais moi, j'ai jamais demandé qu'on soit ni l'Allemagne ni les États-Unis. À aucun moment. La seule chose que je dis, c'est que si on était un peu responsable et qu'on voyait les choses en face, on chercherait pas toujours des excuses pour dire les critères de bonne gestion, c'est l'Europe. Pas du tout. La Suisse, la Suède, l'Allemagne, l'Australie, tous ces pays, vous croyez qu'ils ont attendu d'être dans l'Angleterre aussi, vous diriez? C'est différent, c'est différent. Mais attention, les Britanniques, ils sont tout le temps en train de regarder comment ils utilisent chaque livre. Chaque dépense est scrutée en permanence. Auprès du Parlement britannique, il y a un organe d'audit qui travaille en permanence pour les parlementaires. Sur chaque dépense, ils sont en train de scruter. Le gars qui gère pas bien les deniers publics, il est viré. Voilà. Ça, c'est un bon entendeur, salut. Non, mais attention, c'est pas du tout le même fonctionnement. Ils taxent pas du tout autant que nous. Ils sont dans une vision hyper pro-entrepreneuriale. Ils n'ont pas le même niveau de chômage que nous. Ils n'ont pas un modèle social à 800 milliards de dépenses. On est les seuls au monde à avoir ça. Ils ont la notion de travailler pour gagner sa vie. Ils font venir des personnes de plein de pays du monde. Ils ont accepté plein de personnes de l'étranger. Mais ils y vont pour travailler. C'est très très différent de nous. Nous, on a un modèle social à 32% de la dépense de la richesse nationale, 32% de dépenses de protection sociale. Mais qui fait ça dans le monde? Personne. Donc, moi, ce que je pense, c'est que on n'a pas de problème culturel. Regardez nos indépendants. Ce sont pratiquement eux qui travaillent le plus en heures par an parmi tous les pays comparables. Les entreprises indépendantes, vous les dites. Mais oui. Mais donc, culturellement, on n'a pas de problème, nous les Français, pour travailler. C'est juste qu'on nous a imaginé des règles pour travailler moins parce qu'il fallait partager le travail. Et ça nous a amené à quoi? À plus de chômage, plus de pauvreté? Génial. Et jusqu'au moment où des gens pensent qu'il vaut mieux ne rien faire que de travailler pour des tas de raisons. Mais alors, on a choisi la retraite à 60 ans dans les années 80, le statut de la fonction publique hospitalière, le statut de la fonction publique territoriale, les 35 heures, et maintenant le chômage partiel. Et tout ça, à chaque fois, c'est des coups de canif dans l'idée qu'il faut travailler pour créer de la richesse. Et à chaque fois, on prend un coup de plus. Donc, si notre modèle avait un avenir, plein d'autres l'auraient copié. Qui a copié ce que nous faisons? Personne. Et tous ces pays qui étaient des pays d'État-providence par excellence, qui étaient tout le temps cités comme dépensant plus, employant plus de monde dans le secteur public, ayant plus de dépenses, etc. Mais on est passé devant. Largement. Ils ont tous muté, il faut les dire. Ils ont muté parce que, par exemple, au Danemark, ils embauchent plus ou quasiment plus de personnes à vie avec des statuts. Dans les hôpitaux allemands, on travaille avec des contrats et on ne travaille pas avec des statuts à vie. Et en délégation de services publics. En Suède, ils font gérer les hôpitaux en délégation aussi avec une reconnaissance de chaque individu, du travail de chaque individu qui est payé en fonction aussi de son implication. On a l'impression qu'on dit des gros mots quand on dit ça. Mais pourquoi l'hôpital marche mal en France? C'est aussi pour ça. Pourquoi l'école marche mal? C'est aussi... Les ARS, l'administration, 33% de l'administration dans les hôpitaux quand même. Mais oui, c'est dingue. Mais l'éducation, on nous dit les professeurs allemands sont mieux payés, mais on oublie plein de trucs. On oublie que les professeurs français ont des meilleures retraites, que ça nous coûte énormément tous les ans pour financer ces pensions des professeurs qui sont à la retraite. On oublie de nous dire que nos professeurs de collège-lycée donnent moins d'heures de cours, qu'en Allemagne ils sont bivalents, qu'ils surveillent la cantine, qu'ils surveillent aussi parfois les heures quand il n'y a pas d'heures de cours, qui sont obligés de rester pour remplacer un professeur absent, etc., etc. Qui en parle de ça? Personne. Parce que résultat, ils ont moins de professeurs à embaucher pour faire du remplacement. Ils ont moins de fonctions support de personnel qui travaillent justement pour la cantine, etc., des surveillants. Il y en a beaucoup. Est-ce que ça ne frise pas l'exploitation, ça, Agnès? Mais pas du tout, parce que justement, on est sur la reconnaissance de chaque personne, le travail de chaque personne, l'évaluation en fonction du travail qui est fait et la reconnaissance aussi de chacun. Et ils sont bien payés?
Ah bah oui, ils sont bien payés, mais ils travaillent beaucoup plus. C'est ça. Donc et les infirmières dans les hôpitaux, on a beaucoup dit qu'on avait des infirmières moins bien payées en France, mais il y a aussi les 35 heures qui font qu'il y a beaucoup moins d'heures. Donc tout ça, finalement, c'est un piège pour nous tous. Parce qu'en nous faisant croire qu'en travaillant moins, et la plupart des politiques qui disent qu'il faut travailler moins, ils travaillent beaucoup plus que 28 heures, 32 heures ou 35 heures. Hein, et donc, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Donc, c'est le moins que l'on puisse dire. Le sujet dans les prochaines années, c'est pas de changer la culture de la France, c'est finalement de revenir à ce que nous étions avant, de nous faire croire qu'en travaillant moins, on allait devenir plus riche. Il y a 50 ans, pratiquement. Cette culture-là, hein. C'est déjà pas mal. Et vous restez avec nous. Merci à Olivier, Julien et Safia qui nous ont appelés. Les auditeurs prennent la parole. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et après Julien qui nous appelait de Marseille, un autre Julien qu'on a plaisir à entendre régulièrement, c'est Julien qui nous appelle de Créteil. Bonjour. Bonjour, merci Augustin, bonjour André. Oui, bonjour Julien. Bonjour Julien. Écoutez, je suis très heureux d'entendre ce que vous disiez, justement parce que, effectivement, je pense qu'il y a un vrai scandale d'État quand on voit que M. Macron utilise en réalité les finances publiques pour se servir personnellement, politiquement, avant de servir les Français. Ça me choque beaucoup. Je rappelle qu'on est quand même à quasiment 3 000 milliards de dettes. On était à 2 000 il n'y a pas si longtemps, ce qui était déjà considérable. Mais moi, ce qui me choque quand même par rapport à tous ces chiffres qui peuvent paraître énormes, mais qui ne parlent pas forcément aux Français par manque de culture économique, c'est qu'on a une incompétence crasse des politiques sur les questions financières et le fonctionnement de l'euro. Tous les candidats à l'élection présidentielle, je suis désolé de le dire, mis à part François Asselineau, qui est ancien inspecteur général des finances et qui, lui, maîtrise bien ces dossiers qu'on n'invite jamais. On se demande d'ailleurs bien pourquoi, parce que je pense que... Nous l'avons invité, Julien. Nous l'avons invité. C'est vrai. Ouais. Vous l'aviez invité, vous aviez eu bien sûr, mais quand il débat, puisqu'il ne peut pas débattre avec ses concurrents, je peux vous dire que là, on verrait réellement qui a de la culture économique et financière. D'autre part, je voulais rappeler, d'ailleurs il le dit très bien, quand les candidats vous disent qu'ils vont augmenter le SMIC, Madame Lagarde a bien dit que de toute façon on ne pourrait pas augmenter au-delà de l'inflation, c'est-à-dire que tous les candidats qui se présentent à la présidentielle, en fait, sont dans le mensonge. Ils ne pourront pas faire des plus 20%, plus 30%, j'entends des chiffres complètement dingues, en restant dans l'Union européenne. Même chose pour ce qui est de la croissance. On nous a dit c'est formidable, plus 7%. Mais l'année dernière, on était à moins 8. Donc oui, en réalité, on est toujours en négatif. Et je rappelle quand même quelque chose d'important. Mais depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, l'Union européenne nous coûte un bras, plus de 10 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte chaque année. Effectivement, et bon, sans parler des niveaux de corruption de l'Union européenne, ça ce sera un autre débat, mais ce refus de débat de M. Macron, de son bilan qui est calamiteux, parce que Mme Borne nous disait il y a quelque temps, oui, on a baissé le chômage de 10%, 15%, mais en réalité, ils ont été sortis des statistiques, ils sont en catégorie E. Je rappellerai quand même pour terminer que depuis le Brexit, qui est une véritable réussite, vous avez Shell, le siège social de cette entreprise de Boeing, de Google, qui est revenu au Royaume-Uni alors qu'on nous avait dit que ce serait les bébés dans la Tamise et que ce serait la fin du monde. Ils ont un taux de chômage qui est très bas, ça a été dit. Et effectivement, ils ont une économie qui se porte bien alors qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Je pense qu'il y a une vie après l'Union européenne et que le débat du Frexit est le vrai sujet de la présidentielle 2022. D'accord. Et à part François Asselineau, je le dis aux auditeurs, allez vous renseigner, allez sur upr.fr. Regardez ce que proposent les vrais candidats qui ont un programme sérieux et qui n'est pas extrême. Ok, Julien. Là, on pourra changer les choses. On vous a entendu. Alors, justement, Agnès Verdier-Molinier, l'histoire de l'Europe, vous, votre conviction sur l'euro et sur l'Europe, très franchement, on reste à l'intérieur, on fait avec, on fait autrement, on fait quoi? Je pense qu'il faut rester à l'intérieur, mais qu'il faut vraiment avoir l'idée que la France ne peut pas être le maillon faible de cette zone euro, parce que c'est ce qu'on est en train de devenir. Et à force de décrochage, le fameux couple franco-allemand, il est complètement déséquilibré. Et tel que nous sommes partis,
si jamais on continue à décrocher, ce sera même pas une décision de quitter la zone, c'est qu'à un moment, ça finira par exploser. D'ailleurs, à un moment, Bruno Le Maire l'avait dit de manière assez honnête, c'était au moment du premier confinement, où il avait dit on a frôlé l'éclatement de la zone euro. Donc là, on va se retrouver dans une période extrêmement compliquée, où on risque d'avoir d'un côté les pays du Nord, d'un côté les pays du Sud, et la France se retrouver dans les pays du Sud. Il faut vraiment qu'on se le dise entre nous et qu'on soit conscient de ce risque. C'est pour ça que les réformes de la France, c'est pas que pour la France, c'est aussi pour l'Europe. C'est aussi pour ceux qui ont accepté d'être nos partenaires et qui, nonobstant, ont accepté de nous financer aussi, de financer notre incurie. Parce que on peut critiquer l'Europe, on peut taper sur l'Europe, mais qu'est-ce qu'on est, nous? Une sorte de passagers clandestins. On est trop gros pour tomber. Finalement, pour l'instant, jusqu'à... Enfin, on contribue aussi à cette Europe. Oui, mais on contribue. Mais regardez, s'il n'y avait pas la BCE qui rachète, la Banque Centrale Européenne qui rachète de la dette publique, s'il n'y avait pas ces taux autour de zéro au niveau des taux directeurs de cette Banque Centrale, on serait déjà dans des taux autour de 4-5% pour s'endetter. Donc ce serait plus du tout finançable. Donc en fait, il y a un côté de la zone euro qui nous a anesthésiés, qui nous a finalement permis d'être ce passager clandestin qui se plug sur l'Allemagne, en fait, sur la monnaie allemande, et puis on dit finalement... En fait, l'euro, c'est le Deutsche Mark, quoi. Quelque part. D'une certaine manière, et finalement, ça a endormi nos politiques. Moi, je me souviens très bien de débats qu'on avait à l'époque avec l'ancien président de la Commission des Finances, Monsieur Méhaignerie, et puis Gilles Carrez, ancien rapporteur général du budget. C'était déjà sous la présidence de Jacques Chirac, il y a quelques années. Et on disait, mais attendez, attention, il faut bien gérer les finances publiques, il faut évaluer chaque euro de dépense, il faut que le Parlement joue son rôle. Dans notre démocratie, il y a un équilibre des pouvoirs. Cet équilibre des pouvoirs, il passe par une évaluation. Il n'existe plus en ce moment. Malheureusement. Mais c'est très dommageable parce que justement, la crise sociale, elle peut être d'autant plus compliquée à gérer qu'on ne se sent plus représenté. Et là, il y avait ce sujet sur la table à chaque fois de dire, attendez, on peut pas continuer à mal dépenser, à surdépenser, à finalement jeter en partie une partie de l'argent public par les fenêtres. Et on nous répondait invariablement, la charge de la dette baisse, la dette augmente, c'est formidable. Où est le problème? Donc, vraiment, cette anesthésie de nos politiques face à leurs responsabilités, finalement, ça a facilité la mauvaise gestion publique. Et ça, c'est vrai que c'est très dommage et qu'il faut en sortir parce que sinon, on ne sait pas où on va. Alors, moi, j'ai une question quand même au Agnès Verdier-Molinier, mais tant qu'on se connaît depuis longtemps, je connais vos livres et que j'ai lus, très franchement, aujourd'hui, on peut poser la question, pourquoi vous n'entrez pas en politique? Avec je précise simplement, deux questions. Pourquoi n'entrez-vous pas en politique, en tout cas pour contribuer? Parce que si des gens comme vous, et je ne parle pas que de vous, moi je crois qu'il y a un vrai problème là, et encore une fois, nous tous on est responsables, il y a pas. Mais si des gens comme vous n'entrent pas en politique, ne conseillent pas, alors vous faites pression avec vos livres, mais vous savez très bien que ça ne suffit pas. Et deuxième question, est-ce qu'il y a parmi les candidats aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens, sans vous demander pour qui vous allez voter, c'est pas le problème, mais quel serait pour vous, enfin le candidat idéal, je veux dire celui qui, dans les 5 prochaines années, ou celui ou celle qui vraiment suivrait en fait ce que vous dites, et parce que vous donnez, et vous savez très bien que la réponse, elle est politique, d'abord. Alors André, c'est vrai que ça fait des années que je travaille sur ces questions, et je me suis énormément engagée sur ce sujet. J'ai eu sur une émission l'autre jour sur France 2 la question pour qui roulez-vous? Et moi, j'ai expliqué, et peut-être que ça paraît désuet, peut-être que ça paraît un peu daté comme réponse, mais moi je travaille pour la France. Voilà. Moi j'aime mon pays, et je considère que on a tout pour réussir, qu'on se gâche, qu'il n'y a aucune raison qu'on décroche, aucune. Il n'y a aucune raison qu'on soit moins bon que les Suisses, que les Suédois, que les Allemands, aucune, vraiment. Et on a tout pour réussir. Il faut qu'on y aille, mais il faut avoir, voilà, et vous avez quelqu'un qui voit, à votre avis, celui-là ira plus que les autres, ou celle-là? Pour l'instant, c'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'on n'a qu'une petite partie des programmes, ou alors la moitié des programmes. Je dis ça parce que finalement, il y a quand même un candidat qui n'est pas encore entré en campagne.
qui est le président actuel de la République. Enfin, il l'est, vous le savez bien. Oui, mais on n'a pas de programme, on n'a rien. Ouais, d'accord. Et à ce stade, ce que je peux vous répondre, c'est que se dessinent 2 camps. Et ça, on va le chiffrer à la Fondation IFRAP, on est en train de le chiffrer, on n'a pas encore totalement terminé. Il y a le camp de ceux qui veulent continuer à raser gratis, à mettre l'argent par les fenêtres. Pour moi, ceux-là ne seront pas crédibles vis-à-vis de nos concitoyens. Et en tout cas, j'espère qu'avec ce livre, j'aurai assez expliqué les choses pour que ce camp-là ne soit pas celui qui sera choisi, parce que là, c'est sûr qu'on va vers la banqueroute. Voilà. L'autre camp, c'est le camp de ceux qui vont baisser la dépense et baisser l'impôt, en comprenant qu'il faut redonner de l'oxygène à notre pays. Et là, on ne sait pas encore exactement qui vont être ceux qui vont vraiment... Mais la définition est très très claire. Faire le job. Voilà. Et j'encourage tous nos concitoyens à regarder les choses sous cet angle-là. Voilà. Parce qu'aucun d'entre nous n'a envie d'aller dans le mur. Auditons, et merci à nos auditeurs qui nous ont appelés au 0826 300 300 et à vous qui nous écoutez tous les jours et qui nous réécoutez sur YouTube et en podcast. Et je rappelle le titre de votre livre, Le vrai état de la France, aux éditions de l'Observatoire. Et puis dans un instant, Brigitte Lahaye. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.